Bon, continuons donc ces affaires de Louisiane, si j'ose dire, avec une deuxième grande partie où l'on va voir que la France, malgré tout ce qu'elle a fait, n'a pu se maintenir en Louisiane, et c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, au cours de cette vidéo, il faut revenir sur les modalités pratiques de la récupération par la France de la Louisiane, parce qu'on a vu que c'était acquis par traité fin 1800, mais un traité, il faut qu'il soit appliqué, et pour cela, on envoie un représentant officiel, et c'est ce que la France va faire avec le préfet Lossa, LAU2SAT, qui doit partir là-bas, normalement, avec des troupes, avec une expédition militaire, pour assurer la présence française sur une colonie qui, je le redis, fait quand même 17 fois la France métropolitaine, c'est-à-dire un territoire qui est tout à fait énorme. Donc c'est acquis par traité, et maintenant, il faut y aller de manière officielle. Et c'est plutôt une bonne chose que ce traité date de la fin 1800, puisque 1801 forme une pause inespérée dans un pays en guerre continuelle depuis 1792. On pourrait même dire un continent en guerre continuelle depuis 92, puisque par exemple en 1799, vous avez déjà des troupes russes qui attaquent en Suisse et qui sont défaites par les Français. Donc vous voyez, il n'y a pas que la France qui se bat, c'est vraiment toute l'Europe. D'ailleurs c'était le cas depuis Louis XIV, je l'avais déjà dit, là où nous ne voyons qu'une seule guerre, les guerres napoléoniennes, les Anglais, les historiens anglais, ils voient la Seconde Guerre de 100 ans qui va de Louis XIV à Napoléon et qui est un second très grand affrontement séculaire contre la France, dont les guerres de la Révolution de l'Empire forment la fin. Et bien dans cette situation de guerre continuelle depuis la République, vous savez, depuis que le roi a été chassé de son trône, plutôt a été renversé de son trône, et la République proclamée en septembre 1792, après la bataille ou plutôt la canonnade de Valmy, eh bien le pays a été en guerre. Et pas plus tard qu'en 1800, c'est par exemple en Autriche, avec la fameuse bataille, plutôt en Allemagne, de Hohenlohe, qui a été gagnée par le général Moreau, fin 1800, et quelques mois avant, c'est la fameuse bataille de Marengo, en Italie. Et bien là, nous sommes enfin en paix, car les deux batailles que je viens de citer amènent l'Autriche, ennemie de la France, à faire la paix. C'est la paix de Lunéville, donc Lunéville c'est en France, et cette paix de Lunéville, ce traité de Lunéville, amène la fin des combats avec l'Autriche. De plus, l'autre très grand ennemi de la France, l'Angleterre, rentre en préliminaire de paix avec la France en octobre 1801. Ça aboutit à la paix d'Amiens l'année suivante. Donc vous savez, c'est cette fameuse paix qui va, hélas pour la France qui n'a pas eu le temps de repréparer toute sa marine, parce que cette paix était trop courte, de 1802 à 1803. Et ensuite les combats reprennent et ne s'arrêtent qu'après Waterloo en 1815, même s'il y a eu un petit interlude, si j'ose dire, avec la première abdication de Napoléon. C'est une année qui est aussi importante, puisque le premier consul, Bonaparte, signe le concordat avec le Vatican, donc cette relation privilégiée que la France entretient avec l'Église catholique, avec le Saint-Siège, qui dure quand même jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc vous voyez, ce n'est pas une loi qui est... Enfin, c'est pas une loi d'ailleurs. Je veux dire, c'est pas un événement qui est anodin. Et à côté, Napoléon donne la liberté de culte à tout le monde. Et tout ceci, tout ce climat de paix, où on a le temps de faire beaucoup de grandes choses puisqu'on ne se bat pas, semble propice pour la récupération de la Louisiane. Et même propice, et même parfait comme moment. D'autant plus que les troupes de l'expédition envoyée à Saint-Domingue, dont je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé plusieurs fois, qui sont assez proches de la Louisiane, en tout cas plus proches que la France, doivent servir à occuper la colonie. Puisqu'il faut toujours une présence militaire dans un territoire, surtout à l'époque, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais au cas où, on ne sait jamais ce qui peut se passer là non plus, une autre expédition est aussi rassemblée à Flessingue, dans les Pays-Bas, puisque les Pays-Bas sont alliés un peu de manière contrainte, comme le nord de l'Italie, ce qu'on appelle les républiques sœurs, donc alliés à la France. Donc à Flessingue, on rassemble des troupes qui doivent prendre la relève de celles de Saint-Domingue s'il y a besoin. Et donc dans un même temps, je l'ai dit en introduction, Bonaparte nomme un haut fonctionnaire qui va être chargé d'administrer la colonie, le préfet Pierre-Clément Lossa donc. Pourquoi lui? Eh bien puisque c'est un homme, un député, qui était favorable au coup d'État du 18 Brumaire. Et ça c'est pas rien. Donc vous savez, c'est ce coup d'État s'est déroulé près de Saint-Cloud, en région parisienne, qui a amené le régime sous lequel la France vit à l'époque à laquelle je parle,
donc 1800, non, non, en fin 1801, c'est le consulat. Et le consulat a été instauré après le coup d'état de 18 Brumaire, qui a renversé le régime d'avant, le directoire, et la majorité des députés n'étaient pas franchement d'accord avec Napoléon. Donc vous savez, c'est le fameux épisode où Murat fait évacuer la salle, avec le fameux soldat foutez-moi tout ce monde là dehors, donc c'est un vrai coup d'état. Et bien il y a quand même quelques députés qui sont favorables à Napoléon, à Bonaparte, et Pierre-Clément Laussat est de ceux-là. De plus, c'est un homme qui aime le travail et qui fait montre d'une intense activité pour se renseigner sur le territoire qu'il va devoir administrer. Ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'il s'implique dans sa nouvelle mission. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il a le temps pour faire ça, car les préparatifs sont longs, sont même très longs. En partie parce que, je vous le dis, Saint-Domingue, l'expédition qui est envoyée là-bas, ne peut reprendre possession de la colonie, c'est un échec. Donc ça ralentit les choses, puisque je vous l'ai dit, les troupes de Saint-Domingue devaient aller en Louisiane. Et c'est donc en novembre 1800 seulement, donc longtemps après, que Laussat rejoint le corps expéditionnaire en Hollande, qui est dirigé par le général Victor, comme le prénom. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, puisque l'hiver est si rude que les navires qui doivent aller en Louisiane sont bloqués par les glaces. Donc ça, c'est une chose qui arrive encore assez fréquemment à l'époque. Surtout qu'il n'y a pas de brise-glace nucléaire, les navires sont en bois, même s'ils sont doublés en cuivre. Je vous avais déjà dit pourquoi. Et donc ils peuvent être longtemps brisés, bloqués par les glaces. Et c'est pour ça que, par exemple, dans cette même région, cette même partie de l'Europe, en 1795, lors de la bataille du Texel, T-E-X-E-L, il y a eu plusieurs batailles à cet endroit-là, dont une sous Louis XIV, et bien lors de la bataille du Texel, c'était la cavalerie française qui avait pris la marine hollandaise bloquée dans les glaces. Donc vous voyez, c'est quand même un événement qui n'est pas anodin. Et là encore, la marine qui doit partir en Louisiane est bloquée par les mêmes glaces. Et Victor doit partir... Oh, pas Victor, Victor ne peut pas partir. Laussat, lui, doit partir finalement seul. Et jamais Victor ne la rejoint. Il embarque le 23 janvier, et pas en Hollande, mais à Santander. Et il ne touche terre en Louisiane que le 11 mars 1803. Alors que, je le redis, le traité de San Ildefonso date de la fin 1800. La France a été avec une possession qui lui est revenue pendant 2 ans sans la reprendre de manière officielle, car ça n'a pas été possible. C'est quand même très très long. Et il commence en arrivant à prendre contact avec la population locale. Il prononce plusieurs discours qui sont assez grandiloquents, mais bon, ce sont un peu les manières rhétoriques de l'époque. Par exemple, il y a un fameux discours de la fin du mois de mars, où il assure à tous les Louisianais qu'ils peuvent se réjouir, je cite, d'être redevenus français. Vous sentirez de jour en jour davantage le prix de ce beau titre, objet aujourd'hui d'envie sur tout le globe. Donc je vous laisse réfléchir sur ces belles paroles qui sont d'un très beau français, quoique un peu alambiqué, et qui surtout sont un peu un cache-misère, parce que Laussat est le représentant quasi unique de Paris dans toute la colonie. Et il faut dire que tout seul pour gérer un territoire immense, eh bien c'est une tâche qui n'est pas du tout aisée. Et on va voir au cours d'une prochaine vidéo qu'il y a eu de nombreuses réticences locales, notamment à la Nouvelle-Orléans, qui était un peu un révélateur de toutes les inquiétudes autour de ce territoire dont on ne savait pas très bien finalement quel était le statut. Français depuis 2 ans, mais sans aucun Français venu de métropole le réclamer. Convoité par les Américains, anciennement espagnol, un peu à la confluence de toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on verra au cours des prochaines vidéos.